Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Je vous avertis d'abord que le sujet d'aujourd'hui risque de heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Vous avez vu le titre et nous allons parler d'expériences sur les animaux et vous pourrez trouver certains contenus visuels ou certaines parties de mon speech assez durs. Alors évidemment, j'ai fait tout de même attention à ce que cet épisode ait un but premier de vous informer et non de vous choquer, mais bon, je préférais vous prévenir. Bref, si comme moi vous êtes un amoureux des progrès de la science et en même temps un grand sensible à la souffrance animale, je suis sûr que cet épisode va lancer en vous quelques instants de réflexion. Et c'est donc parti pour ces 10 questions à se poser sur les expériences scientifiques sur les animaux. L'une des premières questions qu'on va se poser est l'origine des animaux utilisés en laboratoire. Alors bien sûr, je ne fais pas la différence entre un animal d'élevage et un animal sauvage. Ce sont deux êtres vivants qui méritent le respect et la dignité tant dans la vie que dans la mort. Ce que je vis, ce sont plutôt les fournisseurs. Il y a des éleveurs spécialisés qui se sont orientés principalement vers des espèces telles que les rats ou les souris qui sont très largement utilisées lors des expériences au laboratoire. Mais qu'en est-il des autres? Je pense bien sûr aux chiens, aux chats, aux singes, ainsi que d'autres races qui sont bien sûr beaucoup moins médiatisées, certainement pour ne pas s'attirer les foudres de l'opinion publique. Selon l'écrivain Samir Mejri, qui a travaillé pendant 2 ans comme animalier en laboratoire, il existerait plusieurs réseaux de trafiquants d'animaux qui n'hésitent pas à payer grassement des élevages traditionnels pour se fournir en êtres vivants. Parce que vous imaginez bien que ça ferait un petit peu tâche de voir un élevage officiel de chiens ou de chats uniquement dans le but de fournir les laboratoires. Et à la question de comment remédier à ça, la réponse est simple sur papier. Il faut augmenter les contrôles et les attribuer à des organismes privés qui ne seraient pas liés de près ou de loin aux industries médico-pharmaceutiques. Dans la pratique, c'est évidemment beaucoup moins facile à mettre en place pour une simple et unique raison, l'argent. C'est triste à dire, mais nous vivons à une époque où tout peut s'échanger contre une belle enveloppe, y compris la vie et la mort. Le nombre d'animaux utilisés lors des expériences diminue-t-il? Selon les statistiques officielles, la réponse est oui, surtout depuis l'apparition des 3 R. Remplacement, réduction et raffinement. Une sorte de guide d'utilisation des animaux de laboratoire avec une certaine éthique. Et en effet, on peut constater une certaine diminution depuis les années 80 et on peut dire que c'est déjà un énorme pas en avant. Il faut savoir que chaque animal est référencé, il y a des bases de données dans lesquelles sont stockées toutes les fiches de chaque être vivant utilisé à des fins expérimentales. Et c'est dans ces mêmes fichiers qu'on peut constater que, contrairement à la diminution des expériences sur des animaux dits normaux, il y a une nette augmentation d'expériences visant à modifier le patrimoine génétique d'un animal. C'est ce qu'on appelle des animaux transgéniques qui sont généralement plus exposés à des maladies ou des mutations qui peuvent rendre la fin de leur existence très douloureuse. Et ce, malgré certaines réglementations obligeant les laboratoires à prendre les dispositions nécessaires afin de diminuer les souffrances de l'animal. Donc au final, c'est cool qu'il y ait une diminution des expériences sur des êtres vivants, mais de l'autre côté, est-ce bien nécessaire d'augmenter ces modifications du patrimoine génétique d'une espèce animale qui devra endurer les souffrances résultant de ce genre de pratique? Perso, je suis à fond pour le progrès de la science, tant que ça reste propre entre guillemets. Et encore, la définition d'expérience propre est très relative en fonction des avis de chacun, d'ailleurs n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Les expériences sur les animaux aident-elles la compréhension de certaines maladies affectant les humains? Et la réponse est oui, bien sûr que ça apporte du bon dans ce domaine. Le fonctionnement de certaines maladies a pu être compris grâce à plusieurs expérimentations sur des animaux. Mais n'irions-nous pas plus vite à faire les mêmes tests sur des êtres humains? Cela est bien évidemment interdit pour une question d'éthique et surtout que ça mettrait fortement en danger le cobaye. Donc pour remédier à ça, certains pensent qu'il suffit de faire des expériences sur un animal qui possède un ADN quasi identique au nôtre, tout comme le chimpanzé. Et vous savez quoi? Bah ils ont tort. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins. Il ne suffirait que d'1 ou 2% de plus pour que l'ADN du chimpanzé soit le même que celui de l'humain, et c'est justement ces quelques petites différences du patrimoine génétique qui vont fausser les résultats de certains tests. Certaines expériences qui consistaient à l'injection de virus tels que le sida ou l'hépatite B, qui peuvent grandement affecter un humain, se sont révélées inutiles car ces virus sont quasiment inoffensifs sur les singes. Alors, que faire? Peut-être qu'un jour nous serons capables de créer des humains sans conscience sur lesquels nous pourrions expérimenter ces fameuses contaminations. Le souci c'est que, sans conscience, ces sujets d'expérience ne pourraient même pas parler ni même crier car ils ne ressentiraient pas la moindre douleur. Alors que l'animal, lui, va vous le faire savoir en cas de souffrance. Allez, la suite.
Qui dit maladie dit médicament. Quel est l'impact des expériences animales en laboratoire sur le développement de traitements contre les maladies affectant l'espèce humaine? A-t-on raison de tester des médicaments destinés à l'homme sur des espèces totalement différentes? C'est en tout cas ce qu'imposent les lois de plusieurs pays. Et on en revient au même problème que le point précédent, comment peut-on être certain de l'efficacité d'un médicament testé sur une espèce qui ne réagit pas du tout de la même façon qu'un être humain? Alors évidemment, je n'oublie pas les tests en milieu hospitalier sur des sujets humains volontaires en échange d'une petite rémunération. Mais il faut savoir que ce sont des produits pharmaceutiques quasiment finis et prêts à être vendus qui seront administrés aux volontaires. Le développement du produit a nécessité de nombreux tests, dont certains sur des animaux avant d'entrer en phase d'essai sur l'espèce humaine. Pour vous donner un exemple, imaginez que l'on développe un médicament. On le teste sur plusieurs animaux, les tests se passent bien, ils réagissent bien aux molécules, et du coup ça va être envoyé en test sur des humains, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aussi bien le supporter que les animaux. Si ça se met, ça sera un véritable poison qui pourrait les rendre malades, voire les tuer. Et l'exemple inverse est le même, on développe un médicament, mais les animaux sur lesquels on l'a testé sont tous morts. Du coup, on ne va certainement pas tester un truc potentiellement mortel sur un humain alors qu'il est possible que c'était justement un médicament miracle qui allait sauver des milliers de personnes. Bref, tout ça pour dire qu'il ne fait pas toujours bon de se mettre dans la peau d'un chercheur qui doit parfois prendre des décisions pouvant impacter sa vie, mais surtout celle des futurs patients. La vivisection est l'action de disséquer un animal vivant dans le but d'observer ou démontrer certaines choses en rapport avec la médecine. C'est une pratique proposée mais aussi parfois imposée dans certaines universités. Tout d'abord, il est tout à fait normal pour un étudiant de voir en pratique le fonctionnement du corps d'un être vivant. Il existe des reproductions en plastique très détaillées, mais ça ne remplace évidemment pas l'observation de l'intérieur d'un corps en vie. Encore faut-il qu'il y ait un réel intérêt scientifique. Parce qu'entre disséquer le corps d'un rat par exemple et celui d'un être humain, il y a quelques légères différences au point que certains chirurgiens ont affirmé avoir été perturbés lorsqu'il a fallu planter pour la première fois la lame de scalpel dans un corps humain. Et ça peut se comprendre, le corps d'un rat, d'une souris ou encore d'une grenouille, ce n'est pas vraiment la même chose. Le système nerveux, la circulation sanguine, le système digestif, le squelette, la résistance des tissus, bref, tout est différent chez un animal. Bon après c'est sûr qu'on ne va pas demander à un étudiant de première année de médecine de faire des tests sur un humain vivant, mais cela a une bonne raison de lui permettre de faire ses premières armes sur des espèces animales qui sont encore une fois très différentes de ses futurs patients. Le sujet de disséquer des animaux vivants fait débat et quelque chose me dit que c'est loin d'être fini. Et on passe à la suivante de ces questions. S'il y a bien une chose à ne pas dire, c'est que les expériences sur les animaux ne sont pas utiles. Il y a plusieurs aspects à remettre en cause, mais il faut admettre qu'une partie d'entre elles ont fait avancer la science. Alors pourquoi douterait-on des résultats de ces expériences sur les animaux? On en revient encore au fait que les espèces animales sont très différentes de l'humain, et c'est la raison pour laquelle certaines réussites de tests en laboratoire sont dues tout simplement au hasard. Il arrive bien souvent que le résultat obtenu n'ait aucun rapport avec l'objectif premier de l'expérience, et on peut donc une nouvelle fois avoir certains doutes sur l'utilité de certains travaux effectués sur des animaux de laboratoire. Il faut savoir que ces tests servent en grande partie la médecine pratiquée dans les pays développés dont les maladies dominantes sont les problèmes cardiovasculaires, le cancer ou encore le diabète. Et les progrès que la médecine a fait pour ce genre de maladies ont été obtenus principalement grâce à des études sur les patients en milieu hospitalier ainsi qu'en étudiant les facteurs favorisant l'apparition de ces maladies. Et parmi ces facteurs se trouvent une mauvaise alimentation, un manque d'exercice, le tabagisme, l'alcoolisme ou tout simplement la qualité de l'air que nous respirons. Bref, que des causes tirant leurs origines de notre propre société et non de l'anatomie d'un animal. Est-ce que la majorité de la communauté scientifique est favorable envers les expériences sur les animaux en laboratoire? C'est une question importante à se poser parce qu'après tout, c'est eux qui sont en première loge. Nous ne sommes que spectateurs par l'intermédiaire de médias pas toujours fiables. Alors pour répondre à la question, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'opposent à l'utilisation massive d'animaux au laboratoire. Malheureusement, ce ne sont pas eux qui décident de tout. En haut de la hiérarchie se trouvent généralement des hommes d'affaires qui s'intéressent surtout aux bénéfices plutôt que ce qui se passe dans les laboratoires. Et pour eux, le choix est vite fait entre dépenser une relative petite somme dans une étude pharmaceutique sur une population de souris et payer des tests beaucoup plus chers mais qui seraient plus complets, plus fiables sur un groupe d'humains volontaires. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas forcément la personne en blouse blanche qu'il faut en vouloir. Les industries pharmaceutiques brassent des milliards d'euros, c'est un secteur très juteux et croyez-moi que les grands patrons à la tête de ces entreprises tiennent à ce que ça ne change pas. Quels intérêts auraient-ils à éradiquer toutes les maladies sur Terre? Aucun bien sûr.
L'expérimentation animale au laboratoire permet-elle d'augmenter nos connaissances? Bien sûr que oui que ça le permet. Imaginez, vous êtes un scientifique et vous disséquez un chat. Il est normal qu'après vous en saurez plus sur l'anatomie de cette espèce, mais pas forcément sur l'être humain, ce qui est un petit peu logique. Mais cela n'empêche pas que, par exemple, dans le cadre des études sur le cancer, on greffe des cellules cancéreuses sur un animal pour étudier l'évolution de la maladie. Et il n'est pas rare de voir des photos ou des vidéos prises en caméra cachée des pauvres animaux de laboratoire atteints d'énormes tumeurs qui peinent à se maintenir debout. Bon, après, il faut admettre qu'on entend parfois que le laboratoire réussisse à guérir totalement d'animal malade. Une chose très réjouissante, mais il n'est pas garanti que le même traitement administré à un humain sera tout aussi efficace. Cela pourrait aggraver son cas ou ne rien faire, mais sous l'effet de la volonté, cela pourrait le rendre dépendant psychologiquement à ce nouveau médicament. Ce qui ne va pas trop déranger les fabricants, c'est des sous en plus qui rentrent en caisse. Bon, après, le traitement peut fonctionner aussi, hein. Le cancer et d'autres maladies sont des véritables fléaux, il faut bien sûr mettre un maximum de chance du côté des malades. Donc au final, oui, les expériences sur les animaux peuvent nous apporter énormément de savoir supplémentaires dans le domaine vétérinaire, mais à savoir si cela fait réellement avancer l'évolution de certains traitements destinés aux humains, ça reste un peu flou vu les énormes enjeux financiers qu'il y a derrière. On va oublier le côté pognon un petit instant et se concentrer uniquement sur la réelle fiabilité des expériences sur les animaux de laboratoire. Tout d'abord, il faut savoir que ce genre de méthode de test ne date pas d'hier. Il existe des gravures montrant nos lointains ancêtres disséquer des animaux dans le but de les étudier et certainement en apprendre plus sur leur anatomie. On pourrait donc se dire que vu que ça fait hyper longtemps qu'on fait ce genre de truc, bah que ça a certainement évolué, que ça doit être forcément fiable et surtout utile à l'évolution des traitements médicaux. Et si vous avez bien suivi, vous serez d'accord que c'est faux. Des médecins, des scientifiques et des chercheurs affirment que pour certaines études, il serait indispensable d'avoir des résultats communs provenant d'un sujet animal et d'un sujet humain. Chose qui est généralement impossible en sachant que les volontaires qui acceptent de se rendre malades pour la science ne courent pas les rues, et que c'est de toute façon interdit de pratiquer des expériences sur les humains pouvant les faire souffrir sans être certain d'avoir un résultat final positif. Nous sommes donc dans une impasse, et tant que nous n'aurons pas d'alternative efficace aux expériences animales, nous serons toujours en droit de douter de l'efficacité de ces dernières. Et on arrive déjà au dernier point de cet épisode. Pour ce point, on va parler uniquement des animaux, ou plutôt s'il existe vraiment des réglementations établies dans le but de les protéger. Eh bien, rassurez-vous, oui, il existe des lois visant à réglementer l'exploitation des animaux au laboratoire. Enfin, pas tout à fait, uniquement les vertébrés, donc tous ceux qui ont une colonne vertébrale. En gros, tout le reste, si jamais ils se font choper par un labo, je les plains sincèrement pour toutes les souffrances qu'ils vont endurer pendant les derniers instants de leur vie. Et vous savez quoi? En fait, c'est un petit peu pareil pour les vertébrés. Selon la loi, il est obligatoire d'anesthésier localement ou totalement un animal dans le cas où une expérience entraînerait de la souffrance, sauf exception. En gros, si le chercheur dit que le produit anesthésiant peut fausser les résultats, eh bien tant pis pour l'animal, l'expérience se fait quand même sans anesthésie. Autrement dit, ça sera un véritable calvaire pour l'animal. Du coup, je suis en droit de penser qu'il manque cruellement de contrôle dans ces laboratoires situés souvent sur des sites industriels ultra protégés et bien à l'abri des regards indiscrets. Ce sont des entreprises tellement puissantes qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer un éventuel changement. Bon, à côté, il y a le clonage humain, qui est une possibilité à ne pas négliger. J'admets que ça peut choquer, mais si le clone est créé sans conscience ni de capacité à ressentir quoi que ce soit, bah en gros, ça serait juste un robot constitué de tissus organiques. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là, les animaux continueront encore de souffrir pendant un petit bout de temps. Heureusement que certains arrivent à s'en sortir et sont libérés de leur calvaire par des associations. Alors, si un jour vous décidez d'adopter un animal avant de foncer dans un élevage, renseignez-vous auprès d'associations ou des refuges de votre région qui sont souvent remplis de victimes de mauvais traitements de la part de leurs anciens maîtres ou pire, d'expériences douloureuses au laboratoire. Vraiment, pensez-y. Et voilà les amis, un sujet pas très joyeux mais ça me tenait à cœur d'en parler. J'espère qu'il vous a intéressé, si c'est le cas, vous n'oublierez pas le petit pouce en l'air, le commentaire pour me donner votre avis et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Une page Tipeee est à votre disposition si vous souhaitez soutenir la chaîne. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, alors en attendant, prenez soin de vous les amis, ciao!